Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 2 mars 2025. Donnez-moi un pouce en l'air si l'image est bonne, si le son est bon. Deux grosses nouvelles cette semaine, en fait, deux événements qui ont retenu notre attention. C'est ce ballet diplomatique qu'on a vu dans le bureau ovale, un ballet diplomatique avec la rencontre de Keir Starmer, le premier ministre anglais, la rencontre d'Emmanuel Macron et la rencontre avec Zelensky. Et on va voir comment tout ça s'articule et encore une fois, comment ça se dirige vers la paix. Je m'excuse, j'ai la bouche sèche. Je suis toujours inutilement stressé, là. Bouche sèche, genre symptômes de grippe avant le web journal. Donc, c'est comme pour, vous voyez, arriver à la paix en Ukraine, c'est comme, il y a un volet de relations publiques là-dedans. C'est comme ce que j'expliquais la semaine dernière avec les vaccins. On ne peut pas changer, on ne peut pas interdire les vaccins tout d'un coup, on ne peut pas faire volte-face à 180 degrés sur les vaccins. Il faut éduquer la population américaine. C'est distrayant, tu sais, des trucs, des gens qui spamment comme ça, genre un truc pendant comme plein de messages, c'est distrayant, ça, c'est le genre de truc que je bloque. Et donc, je m'excuse, je vais rester concentré. Donc, c'est comme pour les vaccins, il y a eu des milliards d'investis dans la propagande pour les vaccins, etc. Et on ne peut pas changer du jour au lendemain la perception du public, changer les politiques. Il faut en premier que les perceptions changent. Et c'est la même chose avec la guerre en Ukraine. Il y a eu tellement de propagande en faveur de la guerre en Ukraine, hein, que Poutine voulait envahir l'Europe, rappelez-vous de ça, qu'on ne peut pas changer tout d'un coup de politique et mettre un terme et genre agir de façon extrêmement radicale. Il faut agir sur les perceptions en premier. C'est ça que j'appelle la méthode Trump. Il faut toujours agir, il faut faire ça. Même si Trump, des fois, gère les perceptions de façon désagréable, comme sa vidéo sur Gaza, comme sortie de nulle part, ça veut rien dire, c'est pas un message, les gens ont vu des messages, non, c'est indépendamment de, tu sais, comme il y a des gens qui ont mordu à ça en disant Trump défend le transgenrisme. Les gens qui disent Trump, avec cette vidéo-là, Trump défend le transgenrisme. À quel point il faut être imbécile pour faire du commentaire politique comme ça, alors qu'il coupe tout ailleurs. Il coupe le transgenrisme dans le sport, il coupe ça partout. Les LGBTQ, les transgenres sont sortis de l'armée. Tu sais, les politiques sont clairement anti-transgenres dans les faits. Puis là, tu as comme genre une image, genre moins de 2 secondes dans une vidéo générée par intelligence artificielle. Puis là, c'est Trump défend le transgenrisme. C'est qui les imbéciles qui font du commentaire politique comme ça? Ils se discréditent eux-mêmes. Mais tout ça pour dire que c'est ça, Trump gère les perceptions et c'est pas différent avec la guerre en Ukraine. Et cette rencontre avec Zelensky, cette rixe dans le bureau ovale avec Zelensky, on doit la comprendre comme ce qu'on fait d'habitude à Radio-Québec, hein, c'est-à-dire timing cui bono plus vision synoptique. On va l'inscrire dans une séquence où Trump avait, la semaine d'avant, critiqué Zelensky en disant que Zelensky est un dictateur, qu'il n'y avait pas eu d'élection, qu'il était à 4 il l'a ridiculisé complètement devant les caméras, devant la presse mondiale. Il l'a diminué, il l'a ridiculisé. Et ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, c'est dans la succession de ça. C'est-à-dire, c'était pas un événement. Il y a des gens qui disent que c'était un guet-apens, d'autres personnes qui disent non, 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 c'était tout à fait naturel. C'est quelque chose entre les deux. Hein? C'est-à-dire que tout était préparé. C'est-à-dire, J.D. Vance avait été invité dans le bureau ovale pour pousser Zelensky dans ses retranchements et le faire en sorte qu'ils doivent se défendre, qu'ils doivent justifier, etc. Et là, tu as la montée de tension, etc., qui était voulue. Je pense que cette montée de tension-là dans le bureau ovale était voulue par le président, parce que ce qui a suivi par la suite, c'est un déferlement de rhétorique anti-OTAN, anti-Zelensky, anti-guerre, etc. Et c'est comme si ça a été le point catalyseur qui a permis ou qui a justifié
l'abandon de Zelensky par plusieurs de ses appuis aux États-Unis. Vous comprenez, il y a comme un avant et un après cette rencontre au bureau ovale. Il ne s'en remettra pas. Il ne sera probablement pas réinvité au bureau ovale. Et donc, c'est comme ça qu'on procède. Donc, on va parler de ça en premier. Donc, encore une fois, on se dirige vers la paix. C'est l'objectif de Donald Trump. Il y a aussi le deuxième point, c'est le deuxième volet, c'est le dossier Epstein. J'en avais pas parlé. Hein, est-ce que j'en avais parlé dans mes webjournaux? Non, pas vraiment, parce que j'avais aucune attente, parce qu'on sait un peu comment ils opèrent en hameçonnant comme ça. Quand ils font une annonce longtemps à l'avance comme ça, je l'ai déjà dit à plusieurs fois dans les webjournaux, quand ils font une annonce longtemps à l'avance comme ça, généralement, c'est pas ce qui va se passer. Comme tu ne télégraphies pas, tu ne faxes pas, tu n'envoies pas un courriel avec tes intentions au camp adverse. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Or, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va sortir la liste des clients Epstein tel jour. Et ça me semblait, quand il y a des événements comme ça, on va le voir, là, l'État profond est toujours capable de changer l'agenda. Et pour changer l'actualité, faire oublier la liste, une éventuelle sortie de la liste Epstein, ils avaient dans leur manche la possible mort du pape, hein, qui était en phase critique, qui était dans un état critique quelques jours avant la sortie de la liste, la prétendue sortie de la liste Epstein. Il était en réserve, il était en état critique, là, et on pouvait à n'importe quel moment, la liste d'Epstein sort, paf, le pape meurt, et puis là, c'est comme mondial, et puis là, c'est le conclave, et puis là, on en a pendant 3 mois à parler juste de ça, etc. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Je vais vous montrer des exemples de ce genre de jeu du chat et de la souris entre les annonces du camp Trump et les réactions de l'État profond. Donc, j'en avais pas, encore une fois, je n'en avais pas parlé parce que j'avais pas d'attente. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas sortir. Encore une fois, si Trump n'avait pas l'intention de tout déclassifier, il n'aurait jamais mis Kash Patel et Dan Bongino à cet endroit-là. Ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc, balai diplomatique pour la paix. Rencontre Trump-Zelensky dans le bureau ovale. Il y a des trucs intéressants. Donc, vous voyez, ça ici, c'est ce que je disais en début de Web Journal. Haussant le ton, Trump qualifie Zelensky de dictateur. Et qu'est-ce que Zelensky a fait au bureau ovale? Il s'est comporté comme quelqu'un qui va argumenter avec le président des États-Unis, avec Donald Trump, avec J.D. Vance. Et le ton a monté. Et les deux, Trump a dit, c'est extrêmement irrespectueux la façon dont vous vous comportez, etc. C'était tout à fait surréaliste. Il n'y a rien de comme ça. Il n'y a aucun impair comme ça. J'ai jamais vu aucun impair comme ça dans le bureau ovale, un impair diplomatique de cette façon-là, de se présenter de cette façon-là. Et vous voyez ici, donc, je n'arrive pas à croire, Zelensky, ici, Trump dit Zelensky est un dictateur, Trump call Zelensky est dictateur, il est à 4%, etc. Et là, quand il est dans le bureau ovale, Trump dit le contraire. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça, dit-il, mais il montre aux gens, finalement, que Zelensky est quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un d'irrationnel, quelqu'un qui a des caprices, hein, et qui n'est pas capable de se contrôler, finalement. C'est la sortie de ça, là, finalement, qu'est-ce qui en sort de ça? C'est que Zelensky n'est pas capable de se contrôler, il n'est pas capable de contrôler ses pulsions et puis va argumenter avec tout le monde. Et finalement, ce n'est pas un interlocuteur crédible. C'est ça qui sort de ça. Donc, c'est comme si on avait levé le voile sur le vrai Zelensky, alors qu'on nous a présenté un Zelensky. Rappelez-vous, au début de la guerre, en 2022, il a fait la tournée des parlements. Ça, c'était au Parlement canadien, là, avec le SS dans l'Assemblée, applaudi par tout le monde. Même chose à l'Assemblée nationale en France. Applaudi par tout le monde, le Zelensky applaudi par tout le monde, au Congrès américain, la tournée mondiale, afin de justifier les milliards qui allaient être engloutis en Ukraine. Parce que sinon, les populations se seraient dit, ben oui, je ne suis pas capable de payer ma facture d'électricité. Comment ça se fait qu'on envoie 175 milliards de dollars en Ukraine alors que mes enfants ont des souliers troués puis je ne suis pas capable de payer genre une tuque à mon fils? Ouais. C'est ce que tout le monde se demande. Comment ça se fait qu'on nous demande de prendre notre douche à 2 en France et de, tu sais, ce genre de truc-là, où les factures, par exemple, pour les boulangeries ferment parce que la facture d'électricité a quintuplé. Comment ça se fait qu'on envoie autant d'argent en Ukraine alors qu'on est en train de se saigner à blanc ici, etc. Donc, c'était une opération
de propagande, ça, cette tournée de Zelensky. Et la rencontre dans le bureau ovale, c'est exactement le contraire. C'est afin de justifier la fermeture des comptes. Parce que Trump n'a donné, depuis son arrivée au pouvoir, Trump n'a donné aucun dollar à Zelensky. Contrairement à 175 milliards pour Biden, Trump a donné 0 dollar à Zelensky. Et là, on pourrait, avec toute la propagande ambiante, on pourrait dire, il y en a certains qui le disent d'ailleurs, Trump est un agent russe. Vous comprenez? Et donc, pour éviter de se faire critiquer comme ça, et pour justifier aussi la désaffection massive face à Zelensky qui allait suivre dans les comptes pro-Trump, là, eh bien, ça prenait un événement comme ça. Ça prenait un événement comme ça. Et c'est comme, pensez-y bien, là, si vous regardez ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé avant, il l'a traité de dictateur, ça, puis ce qui s'est passé après, ça va... L'événement dans le bureau ovale était nécessaire. Il était dans la continuité de ce qu'il avait dit avant et il permet de finalement couper les ponts par la suite avec Zelensky. Je vous donne ça ici comme par exemple, c'est ici le sénateur qui est le sénateur Lindsey Graham, qui était un des faucons de l'armée du Congrès pro-Zelensky. Il voulait toujours envoyer plus de milliards en Ukraine, etc. Et bien là, tout d'un coup, il lâche Zelensky. Hein? Even Senator Lindsey Graham disapproves of Zelensky's behavior in the Oval Office. American witness this would not want Zelensky to be their business partner, including me. Hein? Donc, un désaveu de son plus grand allié au Congrès. Hein? Il y a par exemple ici, Tulsi Gabbard, qui est la Director of National Intelligence, retweetée par Elon Musk, qui dit justement que Zelensky a coupé les partis d'opposition en Ukraine. Il a encore une fois interdit un parti d'opposition, fait arrêter les personnes, geler les fonds des partis d'opposition, interdit les médias, etc. Donc, tout ça revient dans l'actualité. Il y a, par exemple, encore une fois ici, Kash Patel qui dit des vidéos qui ressortent d'il y a 2 mois où Kash Patel disait, rappelez-vous l'histoire du missile qui était tombé en Pologne. Bien, Zelensky avait dit que c'était un missile russe, mais finalement, c'était un missile ukrainien. Et Kash Patel répète ça, c'est un missile ukrainien qui était tombé. Et donc, il parle aussi du blanchiment d'argent en Ukraine. Même chose avec RFK ici. Le général Flynn, ça ici, c'était hier ou avant-hier, le 28 février, avant-hier, général Flynn qui dit « S'il vous plaît, écoutez Robert Kennedy Jr., juste en bas ici, l'Ukraine est une gigantesque plaque tournante de blanchiment d'argent, en particulier de l'argent des payeurs de taxes américains. » Et là, avec la vidéo de RFK qui explique la guerre en Ukraine. Donc, je vais vous montrer la vidéo, puis après ça, on va revenir sur le commentaire. This is a war that should have never happened. It's a war the Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden's asking for another $60 billion. But the big expenses. Il parle justement de ce qu'ils auraient pu construire aux États-Unis avec l'argent qui a été envoyé en Ukraine. Ils auraient pu régler le problème de l'itinérance aux États-Unis, construire une maison pour chaque itinérant, etc. Puis ça, c'est juste avec le premier versement. Donc, c'est ça, finalement, la rixe dans le bureau ovale permet tout ce déferlement anti-Zelensky, ce retrait des appuis américains à Zelensky. Et qui a été le catalyseur de tout ça? C'est J.D. Vance. Donc, J.D. Vance qui arrive autour de la 50e minute et qui pose une question qui finalement, il dit on veut la paix, il faut que les deux côtés soient respectés, il faut arrêter la guerre, etc. Puis là, Zelensky qui embarque un peu irrité,
et qui commence à rétablir les faits. Là, laissez-moi vous poser une question. Puis là, Vance répond, puis finalement, donc Vance, qui est souvent, il a un rôle un peu comme Elon Musk a un rôle dans l'administration Trump, RFK a un rôle dans l'administration Trump, ils ont tous un rôle particulier. J.D. Vance, lui, c'est d'être un peu le point droit du président. C'est lui qui punch, c'est lui qui est allé à Munich, c'est lui qui a frappé les dirigeants européens, c'est lui qui répond du tac au tac. Et là, c'est Trump, lui, qui reste toujours un peu diplomate et au-dessus de la mêlée, J.D. Vance, lui, enfonce les coups de poing un après l'autre, et c'est pour ça qu'il était dans le bureau ovale pour frapper Zelensky autour de la 50e minute. Pourquoi 50e minute? On pourrait se dire parce que l'effet de la première reniflée de cocaïne a fini après 50 minutes. On commence à être sur le down, et puis... là, je fais comme si j'étais... je bois même pas d'alcool, mais... J'ai comme un problème de congestion, mais tu sais, c'est ça, c'est que je dis ça, je spécule, là, tu sais, mais on a tous vu les vidéos de Zelensky qui renifle, et puis, mais c'est ça, tu sais, fait que pendant 50 minutes, c'est d'où on parle du traité, les terres rares, etc., c'est la bonne entente. Puis là, à partir de 50 minutes, on commence à rentrer sur le sujet de la guerre en Ukraine, puis là, J.D. Vance arrive, puis frappe, puis t'as un Zelensky irrité qui répond, et le ton monte, etc., et puis le truc, c'est que Zelensky avait probablement, pour en arriver à un niveau d'irritation comme ça et faire en sorte que Zelensky veuille... Tu sais, ça se prépare, ces choses-là. Pour faire en sorte que Zelensky veuille répondre et se sente irrité, bien, dans la rencontre préalable, juste avant de sortir pour la conférence de presse au bureau ovale, bien, tu l'irrites, tu le traites mochement, tu lui fais comprendre qu'il n'y aura rien, de sorte qu'il arrive en conférence de presse, puis il a été humilié auparavant, il a été brassé, puis là, ça lui donne envie de répondre. Tu peux aussi faire en sorte, par exemple, d'espionner les conversations de Zelensky avec ses proches collaborateurs par la NSA et savoir exactement ce qui va le faire chier. La NSA qui contrôle les communications, qui est capable d'espionner. Il y a des nouvelles qui disaient qu'elle espionnait même les leaders européens. Et donc, on peut savoir exactement ce qui va tiquer Zelensky et c'est quoi son plan de match. Par exemple, il pourrait dire au téléphone en parlant avec son chef d'état-major, là, en disant « S'ils me disent telle chose, là, je vais leur dire en pleine face devant les journalistes. » Puis là, tu as J.D. Vance qui est là puis qui lui dit exactement le truc parce que ce qu'ils veulent, c'est une confrontation. Ouais. Et donc, c'est pas quelque chose qui, selon moi, a été planifié. C'est pas du théâtre, là. C'est pas de la WWF, là, de la lutte, comme Trump nous a habitués à le faire. Mais ça a été fait avec un certain niveau de subtilité et ça aurait pu ne pas se passer. Zelensky aurait pu garder son calme, mais tout a été fait pour le faire perdre son contrôle, le faire sortir de ses gonds. Et finalement, ça a vraiment bien fonctionné. Puis là, tu t'arranges, si il dérape un petit peu, bien là, tu t'arranges pour vraiment frapper fort. C'est-à-dire que c'est un petit dérapage qui finalement... que tu accentues, etc. Donc, tout ça parce que tu as ton objectif d'arrêter lui est probablement plus sur la ligne de l'État profond européen avec, on pourrait parler des Raphaël Glucksmann qui veut continuer la guerre à tout prix. Zelensky est probablement sur cette ligne-là et là, il fallait comme le brasser, briser son image, afin de permettre de commencer le retrait, amorcer le retrait des États-Unis. Et donc, il y a eu des conséquences à ça, comme je l'ai dit, je l'ai montré. Donc, Zelensky qui est abandonné par ses plus proches soutiens aux États-Unis, mais pas que. Il y a aussi des gens maintenant qui commencent à parler de sortir de l'OTAN. Elon Musk, ici c'est Gunter Eagleman, c'est un gros compte sur Twitter qui dit « C'est le temps de quitter l'OTAN et les Nations unies ». Elon Musk qui dit « I agree ». Ça, c'était il y a 2 jours. Et la une du journal du dimanche, Elon Musk appelle au retrait des États-Unis de l'OTAN et de l'ONU. Même chose ici, ça c'était il y a quelques jours ici, c'était Thomas Massie et Mike Lee advocates for US to dump NATO. Et ça a été répété encore une fois récemment. It's time to leave NATO and the UN. Just now. Je m'excuse, j'ai la congestion. Just now, Senator Mike Lee calls for the United States to leave NATO. Même chose ici avec J.D. Vance. J.D. Vance qui parle ici. Il dit que l'Allemagne, les défenses militaires de l'Allemagne sont massivement subventionnées par les États-Unis. Les États-Unis ont plein de troupes en Allemagne et donc
Tout ça va probablement se solder par un retrait des États-Unis de l'Europe, laisser l'Europe s'organiser avec sa défense pour sauver de l'argent. Trump veut ramener les troupes à la maison, ne veut pas dépenser des milliards inutilement en dépenses militaires. Regardez ici, d'ailleurs, la partie américaine des dépenses pour l'OTAN, c'est 70 % des dépenses de l'OTAN, c'est les États-Unis. Le Canada, c'est 2,1 %. La France, 4,7 %. Etc., etc. Donc, la visite de Zelensky, on voit qu'il y a comme énormément de bénéfices. La visite de Zelensky et la rixe dans le bureau ovale est totalement en ligne avec la continuité de la politique Trump. Et elle permet l'isolationnisme américain, le retrait de l'OTAN, le retrait de l'Ukraine, du financement de l'Ukraine, etc., etc. Et il l'a fait en fait avec Zelensky. Quand je disais, par exemple, qu'il l'a malmené, il l'a traité de dictateur, il l'a aussi, dès qu'il est arrivé, il l'a accueilli avec une petite remarque désobligeante. Ah, tu sais, Zelensky qui n'a jamais de veston, qui n'a jamais de cravate, et Trump lui a fait remarquer qu'il était tout endimanché aujourd'hui, c'est-à-dire il est arrivé tout bien habillé. Je vous montre la vidéo. Zelensky all dressed up. Pretty close. How are you? Pretty shut. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? He's all dressed up today. Tu sais, c'est une façon de... Ouais, c'est insultant de se faire dire ça. Tu sais, c'est Zelensky qui s'habille pas avec un veston-cravate pour pas avoir l'air de quelqu'un de riche, quelqu'un qui veut donner l'apparence d'un chef de guerre, puis Trump qui minimise ça. Donc, c'est ça. Il y a probablement eu un matraquage avant d'arriver au bureau ovale. Et là, au bureau ovale, Zelensky était déjà échaudé. Et à la 50e minute, là, c'était le Trump, J.D. Vance a eu le feu vert pour commencer à travailler Zelensky. Zelensky a répondu, puis finalement, ça a fait le jeu de Trump. Donc, voilà. Donc, ça c'est intéressant pour ça. Et il l'a fait. Donc, c'est une sorte de mise à mort publique de Zelensky, un peu comme Trump avait fait avec Bourla, c'est-à-dire il y a 2 semaines, hein, le PDG de Pfizer. Trump qui avait dit, devant un auditoire qu'il connaissait, il savait très bien que l'auditoire n'était pas favorable à Pfizer, et en remerciant Bourla, l'auditoire a hué le président de Pfizer. We also have the head of Pfizer here, so I want to thank him. One of the great people, one of the great businessmen. Thank you, Albert. Thank you. Thank you very much. Et là, pensez en termes d'image. Donc, c'est-à-dire que Trump savait qu'elle allait être huée. Donc, d'un côté, il y a le président de Pfizer qui est hué, et de l'autre côté, l'image de RFK, c'est d'une vedette, c'est une super vedette. Rappelez-vous, les feux d'artifice. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des paroles. Trump n'a pas besoin de dire. D'ailleurs, s'il dit des choses verbalement, ça se retourne contre lui. Les médias utilisent ce qu'il dit, ça se retrouve dans les unes de journaux, il est critiqué, etc. Il n'a pas besoin de dire rien. Il a juste besoin de montrer une image où Bourla est hué et où RFK est accueilli en héros. Here comes my hero. Et là, déjà, ça a un impact sur la psyché de la population. Et c'est la même chose avec Zelensky en Ukraine. Zelensky et la guerre en Ukraine. Et là, les sondages sont en train de changer. De plus en plus de personnes maintenant souhaitent la paix en Ukraine, malgré toute la propagande, les congressistes, les journalistes qui étaient en faveur de la guerre en Ukraine. Maintenant, les perceptions sont en train de changer. Ici. Holy Toledo, look at this trend line here. U.S. support for Ukraine is too much. Back when the war began, back in February of 2022, it was just 7%. Up like a rocket ship. My goodness. Up now in February of 2025 to... En février 2022, seulement 7 % des Américains disaient qu'il y avait trop d'appui américain pour la guerre en Ukraine. Maintenant, ils sont presque la moitié, presque un Américain sur deux dit que les États-Unis dépensent trop ou appuient trop l'Ukraine. 41%. And the clear majority of Republicans, and of course Republicans are in charge of the U.S. government now, 62% of Republicans say... 62 % des républicains ont dit qu'il y avait trop d'appui à l'Ukraine.
that the U.S. support for Ukraine is through the floor by 2024. Just 48% of Americans say that they're confident that Zelensky will do the right thing when it comes. Donc maintenant, c'est ça, c'est seulement avant, c'est 72% des Américains qui pensaient que Zelensky était un bon leader, qui faisait les bonnes choses sur la scène internationale. Maintenant, c'est 48%. To world affairs, and they support this idea versus just 16% opposed. Et donc, finalement, c'est ça, on arrive à 78% des Américains qui appuient des négociations de paix en Ukraine et seulement 16% qui s'opposent à des négociations de paix en Ukraine. Donc, c'est ça que je dis. Quand je dis Trump travaille les perceptions, dans tous les dossiers, que ce soit les vaccins, la guerre, etc., les dossiers de l'État profond où il y a eu un matraquage médiatique à coût de dizaines, de centaines de milliards de dollars, où les politiciens ont été achetés autant avec les vaccins que la guerre en Ukraine, les dossiers de l'État profond. Il faut travailler l'opinion publique pour déplacer la fenêtre d'Overton, et c'est ça qu'il fait. Et donc, ma conception de ce qui s'est passé dans le bureau ovale, c'est que c'était une opération c'était pas certain qu'elle allait réussir, parce que Zelensky aurait pu rester tranquille malgré tout, mais finalement, il est sorti de ses gonds. Et tu sais, c'est ça, c'est quand tu te fais traiter, genre, il est venu avec son veston aujourd'hui, puis après ça, tu le brasses un peu juste avant d'entrer en conférence de presse. Puis là, en conférence de presse, tu as donné le mandat à J.D. Vance de sortir des choses que Zelensky n'aime pas, de commencer à frapper à la 50e minute. Et là, Zelensky se sent le devoir de rectifier les choses, de dire les vraies choses. Puis là, il a déjà mis le pied dans la trappe, clac, et là, tu commences à frapper, et finalement, il sort de ses gonds et tout, et voilà, sachant que le gars ils ont un profil psychologique du gars, il est probablement irascible, il est probablement, des problèmes de drogue, etc. Donc, c'est facile un petit peu de le décontenancer. Et donc, à mon sens, c'est la meilleure explication. C'était pas entièrement scripté, et c'était pas non plus entièrement naturel. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté, il y avait réellement une volonté de l'administration Trump de faire bouger Zelensky, de le provoquer. Ça aurait pu fonctionner ou non. Il y avait un élément où est-ce que ça aurait pu ne pas fonctionner. Mais finalement, il a mordu à l'hameçon. Et ça a permis à Trump d'ouvrir la porte à toute l'anti-Zelenskisme, l'anti-guerre en Ukraine, faire changer les sondages, réduire la contribution américaine, aller vers la paix, etc. Juste avant ça, Trump avait rencontré Keir Starmer et Emmanuel Macron, et avait, encore une fois, comme j'ai dit en début de Web Journal, c'est un paquebot. Hein, le truc de la guerre en Ukraine, c'est des dizaines de pays qui sont engagés à fond, à coût de dizaines, de centaines de milliards de dollars dans un projet de guerre contre la Russie, avec mensonges, aide des médias, c'est l'OTAN, les agences de renseignement, le Atlantic Council, les think tanks, les journaux, etc. Et on est passé en une semaine de Poutine veut envahir l'Europe à d'accord, on va faire la paix. Et ça, c'est énorme. Donc, Keir Starmer, le premier ministre anglais qui est allé au bureau ovale rencontrer Trump, et par la suite, c'est Macron, ou c'est l'inverse. Je pense que c'est Macron qui est allé en premier, exactement. C'est Macron qui est allé en premier, et Keir Starmer. Et en sortant du bureau ovale, finalement, les deux se sont accordés avec la Maison-Blanche en disant « Oui, tout d'un coup, là, oui, nous sommes pour la paix ». Alors, je vous montre le petit clip. J'ai fait un petit clip un petit montage des deux, Keir Starmer et Macron, qui disent finalement qu'ils sont pour la paix, la fin de la guerre en Ukraine. And let me be clear. We agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now, we need to deliver together. La paix est une nécessité pour sauver des vies, pour aussi faire revenir des prisonniers chez eux, faire revenir des familles et des enfants, car je n'oublie pas ce drame humanitaire qui touche aussi le peuple ukrainien. Et nous en avons longuement discuté avec le Président, et notre souhait qu'il puisse y avoir, en effet, des conflits qui s'arrêtent, une trêve qui soit pleinement mesurable, vérifiable, et qui permette la négociation d'une paix durable, dans laquelle il y aura la question de la reconstruction de l'Ukraine, la question de ses territoires, et la question des garanties de sécurité, c'est-à-dire du maintien de la paix dans la durée. Voilà.
Donc, très intéressant. Rappelez-vous encore une fois que comment Macron, qui était un des plus ardents va-t-en-guerre il y a quelques mois encore, tout d'un coup a changé et se dit maintenant favorable à la paix. Eh bien, et puis là, rappelez-vous ce que j'ai expliqué l'été dernier dans Macron, Jean-Michel et la Troisième Guerre mondiale, Jean-Mich et la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire que Trump, avec Candace Owens, etc., a le dossier sur la vie sexuelle de Macron. Ça fait 2 ans qu'on en parle à Radio-Québec. On en avait parlé en 2022. Lorsqu'il y avait eu le raid à Mar-a-Lago, ils avaient trouvé un dossier sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. Et à partir du moment, quand l'État profond peut faire chanter quelqu'un, un président, etc., si les États-Unis ont le même dossier, ils peuvent faire exactement la même chose. J'ai dit ça, je pense, en 2020, ça fait 5 ans que je dis ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les agents de l'État profond ont quelque chose pour faire chanter certaines personnes, bien, Trump aussi a les mêmes informations pour les faire chanter. Ouais. Et donc, l'idée ici, c'est pas nécessairement de les faire tomber, c'est pas de faire tomber Emmanuel Macron, mais c'est de l'utiliser à son avantage, d'amoindrir sa position, de le calmer, etc. Et là, ici, vous voyez comme Trump qui a fait ici. Donald Trump complimente Brigitte Macron face à Emmanuel Macron. Votre magnifique femme, your very beautiful wife. Very beautiful wife. Emmanuel, thank you very much. Great job, and it's been wonderful being with you. Say hello to your beautiful wife, and we will see you again soon. We'll be speaking often. We'll get this thing worked out. We're going to get it done. Say hello to your beautiful wife. Il dit ça tout le temps. Trump dit ça des personnes avec qui il s'entend même pas. Il a dit de Trudeau, encore une fois récemment, là, he's a good guy, he's a good guy. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Je m'entends pas avec lui sur certaines, mais c'est un bon gars. Il a dit aussi de Bill Clinton, he's a good guy, mais il est allé un petit peu trop souvent sur l'île d'Epstein, mais he's a good guy. Fait que Trump, il reste souvent comme présidentiel au-dessus de la mêlée, avec un bon mot pour tout le monde, comme Bourla, un grand président de Pfizer, puis finalement, c'est un tacle de niveau 10 de politique washingtonienne. Tu sais, la politique, c'est toujours des coups de couteau dans le dos et des crocs en jambes, et puis les gens ont les mains propres alors que finalement, ils t'ont fait tomber, etc. C'est sale, la politique. Et finalement, c'est ça, il s'est arrangé pour faire huer Bourla tout en ayant les mains propres. Personne ne peut rien dire puisqu'il a lu des bons mots, mais finalement, il s'est fait huer à la télévision. Imagine tu rentres le soir à la maison, puis tu regardes le clip, puis tu te fais huer par une salle au complet. Là, tu sais, c'est pas... Voilà, donc... Il faut faire attention. Quand Trump dit de quelqu'un, he's a good guy, c'est un bon gars, ou I like him, etc., c'est souvent des salopards, et puis ça ne reflète pas les actions que Trump prend en coulisses face à ces gens-là. Ici, donc, pourquoi Emmanuel Macron, finalement, se rallie à la position de Trump et finalement est d'accord avec la paix. Il y a des coupures de presse en Europe qui disent qu'il s'est complètement effondré devant Donald Trump, qu'il a finalement accédé à toutes les demandes de Donald Trump, etc., etc., eh bien, c'est parce que Trump contrôle, d'une certaine façon, a le potentiel de détruire Emmanuel Macron avec le dossier sur sa vie sexuelle. Et c'est beaucoup mieux comme ça. On se dit des fois, on aimerait ça des fois, avec notre popcorn, avoir un gigantesque show de genre les révélations, des images en HD de la bite à Brigitte, puis là, avec Emmanuel Macron qui doit faire une conférence de presse, la démission, huée à l'Assemblée nationale en France, et le scandale. On aimerait ça avoir, c'est souvent comme ça, on aimerait ça avoir du gros scandale, mais au lieu d'avoir un gros scandale, puis là, il remplace par quelqu'un, une autre personne qui le contrôle, un Bayrou numéro 2 là, avec des squelettes dans le placard. Et vaut mieux que Trump garde les apparences puis contrôle la marionnette en coulisses. C'est beaucoup plus habile. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Même chose avec Keir Starmer. Keir Starmer qui a lui aussi probablement des squelettes dans le placard puisqu'il était directeur des poursuites pénales lors de cette histoire de gang de viol en Angleterre. Il a décidé de ne pas porter plainte. Même chose avec Jamie Savile. Il a décidé de ne pas porter plainte, etc. Et là, il se rend à la Maison-Blanche et finalement accepte, oui, d'accord, nous sommes pour la paix, etc. Et il le répète ici. Hein? Donc, l'ambassadeur d'Angleterre aux États-Unis urge
ou implore Zelensky de donner son appui sans équivoque au plan de paix de Trump, disant que les négociations américaines sont le seul spectacle en ville. C'est la seule chose qui se passe présentement. Il n'y a pas d'autre chose que... Et là, il y a une vidéo qui circule sur Twitter de Keir Starmer qui dit on devrait envoyer des troupes au sol, etc. Mais la vidéo, si vous regardez la vidéo au complet, Keir Starmer dit il devrait y avoir la paix en Ukraine et après ça, donner des garanties à l'Ukraine, c'est-à-dire des garanties financières pour la reconstruction, potentiellement des troupes au sol. Il ne veut pas envoyer des troupes au sol pour faire la guerre contre la Russie. Si vous regardez le clip au complet, c'est pas ça qu'il dit. Il sort de la rencontre avec Donald Trump. Il dit, d'accord, on est pour la paix, mais on devrait donner des garanties à l'Ukraine. Et donc, il propose quelque chose comme des casques bleus pour séparer les Russes des Ukrainiens sur la ligne de contact, etc. Donc, il faut faire attention. Des fois, les vidéos sont éditées d'une certaine façon qui ne nous donne pas le portrait complet. Ouais. Donc c'est ça. Macron, Starmer et finalement Zelensky, dans la lancée, les deux principaux, France et l'Angleterre, acceptent essentiellement l'idée d'une paix. Donc, on n'est plus dans Poutine va envahir l'Europe. On est tous sur la même page du plan de paix en Europe pour l'Ukraine. Et quand Zelensky arrive, là, on enfonce le clou dans le cercueil, c'est-à-dire Zelensky n'est pas un partenaire raisonnable. Regardez comment il parle, regardez comment il se comporte. Et là, on lance l'opération, démolition de Zelensky pour retirer les appuis du peuple américain de la guerre en Ukraine, etc., etc. Donc, voilà, c'est comme ça que j'analyse tout ça. Est-ce qu'il y avait autre chose sur RFK aussi? Je vous ai montré le truc du RFK. La guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Ah oui, une dernière chose, voilà, c'est ça. Il y a un clip aussi, une partie intéressante du clip où est-ce que Trump dit... Où est-ce que Trump dit de Zelensky, Zelensky commence à dire genre, Poutine a fait tellement de mauvaises choses, il n'a pas respecté ses accords, etc. Puis là, Trump dit, je dois être comme impartial entre les deux. Tu vois, si je commence à frapper fort sur Poutine, il ne voudra jamais signer de traité de paix. Et donc, il a expliqué exactement ce que j'ai expliqué avec Netanyahou. Quand j'ai dit Trump n'a pas le choix d'appuyer Netanyahou s'il veut la paix, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, là. Je pense que je l'ai expliqué avec la vidéo sur Nasrallah, là, Salam, et puis la vidéo avec, encore une fois, Bachar el-Assad, quand il a quitté, sur Gaza, etc. Si tu veux signer la paix, tu dois être dans les bonnes grâces des deux parties. Donc, oui, tu dois mettre la kippa, aller faire des choses, tu sais, il le dit textuellement, OK? Et donc, ici, tu voyez, comme, par exemple, Zelensky est un criminel de guerre. Ouais? Donc, il a bombardé les populations civiles dans le Donbass, à Donetsk notamment. Je pense qu'ils ont utilisé du phosphore blanc, des bombes à fragmentation sur des marchés publics. Il y a des vidéos de ça qui existent. Il y a plusieurs journalistes qui documentent ça sur place. Les médias n'en parlent jamais. Donc, Zelensky est un criminel de guerre. Mais on pourrait dire finalement la même chose de Poutine, tu sais. Et finalement c'est comme Netanyahou. Mais je vais vous montrer le clip où Trump dit exactement ça finalement. Si je veux, Zelensky lui dit t'es pas assez dur avec Poutine parce que Poutine est un salopard, blablabla. Là Trump dit moi je veux signer la paix. Si je veux signer la paix, il faut que je sois comme un petit peu au-dessus de la mêlée. Je peux pas frapper fort sur Poutine si je veux l'amener à la table des négociations. Il dit littéralement ça, puis je vous ai expliqué ça à plusieurs reprises dans les webjournaux. Donc finalement encore une fois, from the horse's mouth comme on dit. Yourself too much with Putin. What's your message for them? La question, c'était, un journaliste lui pose la question, lui dit, il y a des gens qui disent que vous êtes trop aligné avec Poutine. Là, il dit, c'est quoi votre message aux gens qui disent que vous êtes trop aligné avec Poutine? C'est-à-dire que vous êtes pas impartial dans les négociations, vous êtes un ami de Poutine. Là, il dit... I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say,
Hi, Vladimir, how are we doing on the deal? It doesn't work that way. Il voulait que je dise des choses vraiment méchantes sur Vladimir Poutine, genre c'est un dictateur, c'est un salopard, et puis finalement, dire à Vladimir Poutine, bon, OK, après vous avoir insulté, venez signer une entente maintenant. Alors, il dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu dois être conciliant avec les deux parties. J'ai dit exactement la même chose, donc, avec Israël. Et cependant, on remarquera ici qu'il n'a pas hésité à traiter Zelensky de dictateur, n'est-ce pas? I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. Je suis pas aligné avec personne, ni Poutine, ni je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, avec le monde. Je veux la paix. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. That's very tough for me to make. Ça, c'était la première remarque. Vous voyez la haine qu'il a pour Poutine. C'est vraiment difficile de négocier avec ça. Là, Zelensky qui n'était pas content. Regardez la face de Zelensky tout de suite après. Après ça, Trump, il dit Poutine a aussi de la haine pour Zelensky. Regardez la face de Zelensky. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. Si, encore une fois, là, c'est lui qui l'a dit, mais je l'ai dit, je l'ai expliqué il y a 1 an à peu près. Si tu veux signer une paix au Moyen-Orient entre Israël, la Palestine, les pays avoisinants, etc., tu dois te faire passer pour un ami d'Israël. Tu peux pas dire des choses trop méchantes contre Israël. Tu peux pas. Il y a eu quelques crocs en jambes avec Netanyahou. Il n'a pas été invité à la sermentation. Il a invité un rabbin antisioniste. Il y a eu des crocs en jambes, mais tu peux pas être trop difficile. C'est toute la question de la Cour pénale internationale. Tu sais, la Cour pénale internationale qui avait accusé Netanyahou de crimes de guerre. Je dis bon, tant mieux pour l'image, mais Trump peut pas agir là-dessus parce que il doit défendre Netanyahou parce que c'est son partenaire pour la paix. Si Trump embarque dans l'histoire de la Cour pénale internationale, il vient de perdre son partenaire pour la paix. Vous vous rappelez de ça? OK. Alors, donc, voilà, c'est ce qu'on a expliqué à Radio-Québec. Là, vous l'avez de la part de Donald Trump. Maintenant, dossier Epstein, quelle déception. Vous allez me dire, mais ce n'était pas vraiment une déception parce que j'avais absolument aucune attente. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé. Et juste en regardant l'image, je me suis dit, bon, il va peut-être avoir quelque chose, mais juste en regardant l'image, vous avez les dossiers Epstein, le dossier Epstein, phase 1. Vous voyez bien que c'était comme quelque chose de limité. Tout de suite, quand c'est marqué sur le document phase 1, c'est que tu vas avoir quelque chose de très, très, très... de partiel, ça ne va pas aller au fond des choses, etc. Et là, ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'ils ont invité les influenceurs les plus pro-Trump, en se disant probablement, là, je spécule, là, malgré le fait qu'on leur ait donné pas grand-chose, il y a quelques nouvelles informations. Par exemple, on a appris qu'il y avait comme 240 ou 250 victimes au total, 240, 250 jeunes filles qui ont été abusées. Donc, il y avait quelques nouvelles informations comme ça, mais dans l'ensemble, c'est pratiquement rien. Ils ont fait le pari que ces influenceurs-là, dont ici DC Draino, que je suis sur Twitter et qui est excellent généralement, Tracy Benz et d'autres, des gens qui sont engagés dans toutes ces investigations-là depuis longtemps, ils ont probablement fait le pari que ces gens-là n'allaient pas, malgré le fait qu'ils n'aient pas reçu grand-chose, qu'ils n'allaient pas se retourner et cracher sur Trump. Selon moi, c'est pour ça qu'ils ont choisi les influenceurs les plus pro-Trump. Okay? L'histoire d'Epstein, le fait qu'ils aient monté ça en épingle comme ça, qu'ils en parlent au niveau étatique, c'est-à-dire au département de la justice, au FBI, etc., fait en sorte que c'est devenu une histoire beaucoup trop grosse pour être balayée sous le tapis. Et donc, c'est juste une question de comment on déroule les informations. On apprend que ceux qui résistent, c'est faux en fait. Là, le Pam Bondi a dit finalement que ceux qui résistaient à l'entrevue, là, elle a dit ceux qui résistaient,
qui avait gardé de l'information pour eux, c'était Southern District of New York, le United States Attorney's Office, Southern District of New York, qui est probablement un des endroits les plus corrompus pour la justice aux États-Unis. Ils lui ont assuré qu'il n'y avait que 120 pages dans le dossier. Puis évidemment, elle sait très bien que c'est faux, puisque tout le dossier Epstein, c'est la NSA qui a ça, c'est les militaires, c'est la NSA, c'est une histoire de trahison, d'espionnage au profit du Mossad, etc. Hein, il y a, je veux dire, est-ce que j'ai le dossier ici? Et vous voyez, donc, même Mike Benz ici, vous voyez, même Mike Benz montre les liens entre le Mossad, Ehud Barak et Epstein. Oui, j'avais montré tout ça à l'époque. Ça fait 3 ans que j'ai montré tout ça. Et maintenant, tu vois, c'est Mike Benz qui sort ça. Et il y a cette entreprise de conscientisation, donc conscientisation du public. Et aussi, on braque les projecteurs sur le Southern District of New York, qui est aussi l'endroit où le portable d'Anthony Weiner était gardé. Hein, les informations sur le portable d'Anthony Weiner avec le dossier compromettant sur Hillary Clinton qui s'appelle Insurance Policy, c'est-à-dire le dossier avec lequel on faisait chanter Hillary Clinton, Insurance Policy. Donc, sur le portable d'Anthony Weiner, Anthony Weiner s'est fait arrêter, c'est vieux, hein, c'est 2018-2019 à Radio-Québec. C'est ce congressiste de New York qui s'est fait arrêter avec de la pornographie juvénile. Il s'est fait arrêter parce qu'il sollicitait des rapports sexuels avec une jeune fille de 15 ans. Et finalement, ils ont trouvé sur son portable de la pornographie juvénile. Il était le mari de Huma Abedin, qui était l'aide de camp de Hillary Clinton. Elle était, en 2016, c'était sa chef d'état-major. Donc, la femme d'Anthony Weiner, c'était Huma Abedin, qui était la chef d'état-major d'Hillary Clinton. Anthony Weiner avait un portable. Et sur ce portable-là, il y avait de l'information à l'effet que il y avait plusieurs informations. J'aurais dû avoir le truc. C'est même sorti à la télévision. Il y avait des dossiers. Le FBI avait recensé des dossiers qui s'appelaient Sex Crimes Against Children sur le dossier, sur le portable d'Anthony Weiner concernant la Fondation Clinton. Fondation Clinton, Sex Crime Against Children. Et là, c'est encore une fois, c'est de la vieille histoire là, pour ceux qui ne sont pas au courant. Eric Prince, qui était le directeur des mercenaires Blackwater, avait dit en entrevue à Breitbart News que les gens qui avaient vu le dossier sur le dossier pour faire chanter Hillary Clinton, des enquêteurs chevronnés de la police de New York, des enquêteurs avec 30 ans d'expérience, là, avaient pleuré. Il a dit ça à la... Vous pouvez le retrouver, là, vous mettez ça dans les commentaires. Eric Prince, sur le portable d'Anthony Weiner, avait dit qu'ils avaient pleuré lorsqu'ils avaient vu l'horreur qui se trouvait sur ce document-là. Qui est en possession de ce document-là? C'est le United States Attorney's Office, Southern District of New York. Donc, il braque les projecteurs là-dessus. Donc, finalement... le département de la justice n'a pas été trahi par le FBI ou trahi par le Southern District New York, puisque c'est Jeffrey Epstein, c'est une affaire d'État. C'est pas une affaire locale à New York, etc. C'est une affaire qui concerne la justice militaire, l'espionnage, la haute trahison, et donc ils ont toutes les informations, toutes les vidéos, etc. Mais ça sert, encore une fois, en termes de conscientisation du public. Et puis, il y a cette histoire de, comme je dis, c'est trop gros pour être balayé sous le tapis. Ça va sortir éventuellement. Mais il y avait cette histoire de, encore une fois, comme j'ai dit en début de Web Journal, tu ne fais pas l'annonce de ça longtemps à l'avance. Tu ne dis pas, on va sortir. Pensez-y. Pensez-y 2 secondes, ceux qui sont déçus, là. Pensez-y 2 secondes. Pizzagate aussi, exactement. C'est Frazzle Drip, mais tout le monde a tellement parlé de Frazzle Drip. La vidéo s'appelle Frazzle Drip, là. Supposément... c'est des pratiques sataniques, là, genre, supposément, genre, ils découpent le visage d'une jeune fille et puis ce genre de truc, mais c'est comme... En tout cas, c'est suffisamment horrible pour faire pleurer plusieurs enquêteurs chevronnés, les plus expérimentés de la police de New York. Et parmi ceux qui ont vu, je pense qu'il y avait 12 personnes qui avaient vu la vidéo, l'Insurance Policy sur le portable d'Anthony Weiner, il y en a 9 d'entre eux qui sont décédés. Tu sais, des suicides, là. Oui, c'est ça. Et donc, quand tu dis, encore une fois, je le répète, quand tu annonces longtemps à l'avance quelque chose d'aussi gros que ça ne peut être qu'un leurre. Pensez en termes de stratégie. Il y a des gens qui sont là, si on ne verra jamais les arrestations. Pensez-y 2 secondes.
Si tu l'annonces longtemps à l'avance, c'est un leurre. Vous êtes déjà allé à la pêche. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir, il y a 2 semaines, elle a dit on va sortir le dossier Epstein la semaine prochaine. Là, tout d'un coup, le pape est tombé malade. Pope Francis is in the hospital. What happens when a pope dies? Qu'est-ce qui se passe quand un pape tombe malade? Le prognostic pour le pape est gardé secret alors qu'il y a des rumeurs de mort imminente et de conclave. Ça, c'était en même temps. Là. Imaginez ça. C'est quoi quelles sont les chances? Là, que sait-on de l'état de santé du pape François? Si le pape François est hospitalisé, que se passe-t-il exactement en cas de décès du souverain pontife, nous dit Paris Match. Ils étaient tous préparés à ça. Finalement, le truc sur Epstein, c'était pas le gros feu d'artifice. Et il est peut-être pas mort finalement. Mais ils l'ont gardé en réserve. Je sais que les gens ne sont pas habitués à penser comme ça. Même Mike Flynn, ici, dans un post, disait... ce qui se passe avec le pape, c'est fraudulent. The Pope's operations are fraudulent. C'est une... Hein? Donc, c'est essentiellement de la bullshit ce qui se passe avec le pape. Quand je dis qu'il y a eu plusieurs cas exactement comme celui-là où les patriotes arrivent avec une supposée grande nouvelle, une grosse nouvelle qui va ébranler l'establishment, et tout d'un coup, il y a un événement qui se passe pour changer complètement le cycle d'actualité. Par exemple, ici, je l'ai mentionné, là, ici, vous aviez en 2018, déjà, on suivait ces choses-là à Radio-Québec en 2018, il y avait l'annonce qu'en décembre 2018, l'enquêteur John Huber, vous vous rappelez de lui, qui enquêtait sur la fondation Clinton, allait devoir témoigner devant le Congrès de ses découvertes. Et il y avait aussi l'annonce qu'Hillary Clinton, elle aussi, allait devoir témoigner devant le Congrès le 5 décembre. Vous l'avez ici. Republican Mark Meadows said Tuesday that House Republicans plan to hear testimony on December 5th from the prosecution by former Attorney General Jeff Sessions. Donc, le 5 décembre 2018, il y avait ces audiences devant le Congrès de John Huber et potentiellement d'Hillary Clinton pour parler de la fondation Clinton, etc. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Oui. Les funérailles, George Bush a été annoncé mort. Hein? Donc, juste comme une semaine avant, Death of and State Funeral of George H.W. Bush, le 41e président des États-Unis. Les funérailles se dérouleront du 3 au 6 décembre. Ce qui a fait sauter le témoignage de Huber et de Hillary Clinton. Ce qui est intéressant, encore une fois, là-dessus, c'est qu'un mois auparavant, il y avait eu, vous vous rappelez, je fais juste rafraîchir la mémoire de ceux qui suivent Q, là, il y avait eu des dogscom, des communications avec des trucs de chiens. Là, quand tu parles de chien, mon chien est mort, etc. Ah, pauvre chien, mon chien a une patte cassée. Quand l'état profond des personnages haut placés du Parti démocrate ou dans les agences de renseignement parlent de chien, c'est parce que quelqu'un est mort généralement. Et il y avait Joe Monsampo, ou je ne me rappelle plus c'est quoi son nom de famille, là, celui qui avait fait les vidéos Q, The Plan to Save the World, qui avait dit... Au début du mois de novembre, il y avait eu des dogscom, des communications de chiens, etc. Lui avait dit, il avait calé un mois à l'avance. Il avait dit « George H.W. Bush est mort ». Et il n'y avait aucune nouvelle de ça nulle part. Là. Et je ne sais pas comment il a appris ça, comment il a fait ses inférences. Il a dit, alors qu'il n'y avait rien dans l'actualité, il a vu les dogscom, il a dit « George H.W. Bush est mort ». Et 2 semaines, 3 semaines après, ça a été annoncé, George W. Bush est mort. Mais ils l'ont pas annoncé tout de suite. Ils ont gardé la mort de Bush, père, en réserve. Et puis là, ils l'ont annoncé juste au moment où est-ce que les audiences ont été annoncées. Ça, c'était le 20 novembre. Ils ont annoncé le 20 novembre des audiences pour le 5 décembre, donc 2 semaines plus tard. Et là, ils ont gardé la mort en réserve, puis ils l'ont sorti. Ah, il est décédé. Les funérailles auront lieu du 3 au 6 décembre, faisant en sorte que Hillary Clinton, finalement, n'aura pas à témoigner, et John Huber non plus sur la fondation Clinton, etc. Il y a eu la même chose aussi lors du, rappelez-vous, le cybersymposium de Mike Lindell, qui était censé montrer la fraude électorale. Le cybersymposium de Mike Lindell qui devait commencer le 10 août 2021.
Il avait dit qu'il avait les preuves, etc. Il a probablement les preuves, sauf que pour les besoins de la cause, de la continuité du gouvernement, ça importait très peu de les montrer ou non, puisqu'on avait besoin d'avoir Joe Biden jusqu'à la fin. C'était même avant le début des opérations en Ukraine. Donc, pour que Joe Biden soit là pour le début des opérations en Ukraine et qu'il prenne le blâme par sa faiblesse de ce qui s'est passé en Ukraine, c'est ce que Trump fait. Il dit Joe Biden, c'est à cause de lui qu'on a une guerre en Ukraine parce qu'il l'a laissé faire. Donc, ça prenait Joe Biden, je l'ai expliqué 1000 fois. Donc, c'était pas important que Mike Lindell sorte les informations, les CPAC, je me rappelle pas, les paquets, les data packages qui montraient l'ingérence, le vol de l'élection. Mais il avait annoncé son super symposium pour le 10 août 2021. Qu'est-ce qui se passe le 10 août 2021? Et évidemment, il n'y avait rien, c'était dans plein milieu de l'été, il n'y avait aucune nouvelle, les gens étaient en vacances, il n'y avait aucun gros événement. Ça allait faire un boom dans l'actualité, il allait prouver, il avait dit, je vais prouver la fraude électorale. Paf! Andrew Cuomo resigns over sexual harassment allegation. Le gouverneur Andrew Cuomo de l'État de New York démissionne dans le cadre d'accusations d'agression sexuelle et tout ça. C'est là, ça a été comme... le cycle d'actualité, un 24 heures de roulement, ils ont complètement, avec un rouleau compresseur, là, ils ont complètement écrasé le cybersymposium de Mike Lindell avec du 24 heures, d'une couverture 24 heures de la démission de Cuomo, etc., etc. Et donc, c'est ça qui se passe. Quand on annonce des choses, eux autres, ils arrivent avec des trucs pour changer l'actualité. Il y a même eu d'autres cas, je ne me rappelle plus exactement c'est lesquels, où est-ce que il était censé avoir une annonce à genre un mercredi, et puis là, paf, une fusillade survient, et puis là, on ne parle que de la fusillade, etc. Si vous suivez de près l'actualité américaine et ce qui se passe aussi avec l'État profond, Trump, etc., il y a eu plusieurs exemples de ça, de où est-ce qu'on est censé faire une grosse annonce. Et donc, c'est pas différent ici. On annonce une semaine à l'avance. Tu sais, comme, tu fais pas ça. Tu l'annonces pas une semaine à l'avance, tu procèdes aux arrestations. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, là. Tu n'annonces pas ça une semaine à l'avance, tu procèdes aux arrestations, puis après ça, tu donnes les informations. Tu ne donnes pas les informations avant d'arrêter les gens, ça, c'est pas... vous comprenez? Et donc, c'est ça, tu l'annonces une semaine à l'avance, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tu as un événement mondial qui vient bousculer ton actualité, etc. Voilà. Donc, mais cependant, encore une fois, ça participe, parce que ce qu'on n'a pas eu en termes de poursuite, d'arrestation, d'information, on l'a en termes de conscientisation. Vous avez, comme j'ai dit, Mike Benz qui fait les liens entre Epstein et le Mossad et Ruth Barak, qu'on avait fait ici à Radio-Québec. Les gens nous critiquent en disant « Ah, t'es trop pro-Israël, Alexis. » J'ai tout expliqué, Israël, et Mossad et le 11 septembre, Mossad et Epstein, opération de chantage, etc. On l'a expliqué en long, de toutes sortes de choses. Et même chose ici avec d'autres comptes ici, comme Ian Carroll, un des plus gros comptes sur, je pense qu'il y a 2 millions d'abonnés. Le gars, il fait vraiment de la recherche. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais il fait vraiment de la recherche. Et puis, même chose, il dit Epstein, le réseau Epstein était l'acte de guerre le plus réussi jamais perpétré contre les États-Unis. Il dit que Epstein, c'est un acte de guerre par Israël sur le territoire américain. Ouais, contrôler les politiciens comme ça, là, avec une opération de chantage, c'est un acte de guerre, et il a raison. Et donc, voilà, le fait d'avoir des influenceurs comme ça qui brandissent les dossiers, les documents comme ça, en choisissant, comme je répète, en choisissant des influenceurs pro-Trump, ils se sont assurés qu'il n'allait pas avoir un trop gros backlash avec le fait qu'il n'y ait pas eu d'énormes révélations. Les gens l'ont bien pris. Vous pouvez aller sur le compte de DC Draino, écouter son explication. Et ils ont été gentils avec eux en plus, parce que même s'ils ne leur ont pas donné comme énormément d'informations nouvelles, il n'y a pratiquement pas d'informations nouvelles, ils les ont invités à la Maison-Blanche. Ils ont rencontré tous les membres du cabinet. Kash Patel, RFK, je me rappelle plus c'est quoi, les J.D. Vance. Tout le monde était là. Ça a été comme... et donc, ils ont été comme... tu sais, ça a été... ça fait en sorte que tu pètes pas ta coche, comme on dit au Québec. Là. Tu sors pas de là nécessairement frustré. Puis ils ont fait attention à ce que les influenceurs ne soient pas trop déçus ou frustrés de ne pas d'avoir été utilisés finalement, parce que c'est ça qui s'est passé. Ils ont été utilisés comme hameçons. Dans une guerre de l'information, il faut comprendre ça. On est des soldats digitaux et des fois ils vont utiliser un soldat digital, ils vont sacrifier un soldat digital.
Pour un gain en guerre d'information, ça, il faut être prêt à ça des fois. Mais c'est ça. Donc, déception, mais c'est ça. Moi, je pense pas que ça va être annoncé. Je pense que ça va être. Je pense qu'on va procéder aux arrestations manu militari et puis qu'après ça, l'information va sortir. Ça serait ridicule de dire, par exemple, que l'information soit connue du public, mais qu'il n'y ait pas eu d'arrestation. Vous comprenez? Genre, par exemple, le sénateur Tom Wilkerson, c'est un nom inventé, le sénateur Tom Wilkerson a violé et même a violé à plusieurs reprises des petites filles de 12 ans sur l'île d'Epstein. Ils ont les vidéos, les noms, et puis le public le sait en premier, puis le gars est toujours en liberté. Parce que ça fait comme 1 an que vous avez les informations, puis il n'a pas été arrêté. Il aurait dû être arrêté avant que le public sache. Normalement, en termes de law enforcement, en termes de travail judiciaire, là, tu vas arrêter la personne. Ça se fait toujours comme ça. Puis après, tu informes le public. Et non pas l'inverse. Donc, ouais, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de cette histoire-là d'Epstein, parce que ça me semblait encore une fois être une opération de hameçonnage. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Non, pour l'instant, c'est ça. Mais il y a d'autres nouvelles, juste vers la fin, mais on va remercier en premier les personnes qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec qui nous permettent de continuer à offrir nos analyses sur tous les sujets, qui nous donnent la liberté d'expression. Je suis toujours fatigué à la fin, c'est toujours extrêmement mauvais. Je devrais me faire un pitch, vraiment. Je devrais me faire une petite vidéo. Il y a des gens qui m'avaient proposé de faire une petite vidéo au début, là, pour parler de ça. C'est bien difficile. Donc, il y a des façons de nous aider. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. C'est-à-dire que sans les opérations comme Radio-Québec et la guerre de l'information serait tellement plus difficile. Hein? Vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, dans les lettres que je reçois, que on recevait une information de qualité, vous appréciez, que c'est comme on serait perdu sans certaines de tes analyses. C'est pas juste de moi, mais il y a d'autres personnes ici. Et donc, c'est important de soutenir les gens qui... les médias alternatifs, pas nécessairement juste Radio-Québec, je ne veux pas être, mais vos préférés, hein, c'est important. Il n'y a aucune subvention gouvernementale, c'est pas, ça prend du temps à faire la recherche, monter ça, et donc, pensez-y bien, pensez-y. Voilà, donc c'est ça. Il y a aussi par carte sur le site, on donne toujours les références aussi par PayPal. PayPal, on donne les liens. Vous pouvez cliquer dessus sur le site Bitcoin et par virement Interac. On a aussi maintenant, on remercie Armel Gonda qui nous a mis sur en version podcast. Donc, vous avez ici le Radio-Québec version podcast, le Web Journal de Radio-Québec. Je ne sais pas si je pense que je n'ai pas mis le lien. Oui, je pense que j'ai mis le lien sur Rumble. Je vais les mettre sur les autres plateformes. Mais, donc, vous pouvez sauver vos données si vous êtes en voiture, version podcast. Sauf que, version podcast, je faisais ça il y a comme 3-4 ans. J'avais un podcast, mais Radio-Québec, c'est pas mal visuel. Hein, il y a comme beaucoup d'images et je parle beaucoup avec mes mains. Et donc, mais en tout cas, pour ceux qui écoutent ça sur la route, et puis ça peut être utile. Donc, version podcast existe. Merci beaucoup, Armel. Hein, il m'a travaillé une couple de reprises. Il m'a relancé avec le podcast, Alexis, version podcast. Puis moi, j'oublie des fois. Et donc, il a été patient avec moi. Merci beaucoup. On remercie aussi, je l'ai mentionné la semaine dernière, Shada B de... pour ses soins homéopathiques. Je ne me rappelle plus exactement, là. J'arrive en fin de Web Journal. Donc, elle est étudiée à l'Institut Montréal d'homéopathie classique. Elle travaille aussi avec Homéopathes sans frontières. Je pense qu'elle est peut-être vice-présidente ou quelque chose comme ça de Homéopathes sans frontières. Je vais vous dire que ça, genre... je ne me rappelle plus. Et ça, elle est directrice de Homéopathes sans frontières, je m'excuse, en tout cas, voilà, c'est ça. Et ce qui est quand on a discuté, elle disait justement que l'homéopathie, c'est une façon de contourner les vaccins. C'est-à-dire, si vous avez des façons, en tout cas,
si vous avez comme un problème de santé puis les vaccins, ça ne vous tente pas vraiment, bien, il y a la version homéopathique qui pourrait vous aider. Et donc, Shalaby, si vous pouvez la retrouver sur Facebook, allez lui dire un coucou de ma part, Shalaby. Il y a plein de vidéos intéressantes sur sa page. Merci encore, Shada, pour les conseils et le traitement. Merci beaucoup. Merci, ma chère. On remercie aussi, ceci, c'est le site. Donc, c'est Shalaby. Je mettrai les liens. Je mettrai les liens. Ça, c'est le site Internet. Je n'ai pas l'adresse URL, là, mais je mettrai les liens. Et si vous avez, mercredi prochain, on va avoir une entrevue avec Sylvain Laforêt, mercredi 17h17. On va parler de ce qui se passe aux États-Unis, alors que beaucoup de personnes ont comme peur de ce qui se passe. Moi et Sylvain, on a quand même une perspective convergente, une perspective similaire sur les événements, mais lui a comme d'autres idées. Moi, j'ai certaines idées. Et là, on va mettre ça ensemble, on va voir où est-ce qu'on s'en va, etc. Donc, voilà. Parmi les autres nouvelles qu'on avait à traiter, donc merci à tous ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec. C'est essentiel. Ça nous permet de continuer à exister. Ça ne serait pas possible sans ça. On se trouverait autre chose à faire sans ça. Ça ne serait pas possible. Voilà. Donc, merci encore. Ici, vous voyez, ça, c'est une nouvelle intéressante. Le directeur de la santé publique aux États-Unis, RFK, met un stop au programme de 240 millions de dollars pour une vaccination, les vaccins COVID oral. Ça vient s'ajouter à le fait que Trump ait interdit l'obligation vaccinale dans le système d'éducation la semaine dernière pour le COVID-19. Là. Et là, ici, ils mettent un terme au contrat pour la vaccination orale avec le COVID-19. Ils avaient mis, ils disaient genre... les gens ont peur de se faire injecter, ils ont peur des seringues, etc. Et il faut passer par-dessus. Puis là, ils avaient trouvé une vaccination orale, à la Bill Gates, là, genre pour passer par-dessus la peur de l'aiguille. Bien là, lui, il vient de mettre un terme à ça, c'est non. Donc, il coupe le programme de 240 millions de dollars pour la vaccination orale, mais il y a toujours des hosties de pisse vinaigre qui ne sont jamais capables de trouver rien de bon là-dedans. Il y a aussi une autre nouvelle intéressante. Ça ici, la Chine, ça c'est Bricks News, la Chine dit avoir découvert une source d'énergie illimitée qui pourrait produire de l'énergie pour 60 000 ans pour la Chine, pour les 60 000 prochaines années. Et c'est sous la forme du Thorium-based Nuclear Power Plants. Et donc, ils ont thorium, qui est un matériel comme l'uranium. Normalement, on a besoin d'uranium pour produire de l'énergie nucléaire. Et le thorium, ils sont capables de produire de l'énergie nucléaire avec du thorium. Le thorium est beaucoup plus abondant que l'uranium et on ne peut pas le transformer, ou c'est beaucoup plus difficile de le transformer en matériel militaire, en matériel en armes. On ne peut pas faire des bombes avec du thorium. Et donc, ça devient je pense que c'est moins polluant aussi, c'est moins dommageable. Et donc, ça devient beaucoup plus intéressant. Imaginez si on avait une source d'énergie, si avec la technologie des réacteurs thorium, on avait une source d'énergie abondante pour l'humanité. Si la Chine développe le système, les États-Unis vont être capables de le faire, la Russie va être capable de le faire et on va sortir du système d'étranglement. Les Verts, les écolos, le Forum économique mondial, l'agenda 2030, c'est tout basé sur le fait d'être comme un boa constrictor sur l'énergie, nous empêcher de nous développer, de nous émanciper. Si tu coupes l'énergie d'un système, il s'autodétruit et il ne peut pas s'épanouir. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je l'ai expliqué quand Trump est arrivé au pouvoir. Il avait relancé le secteur énergétique parce que les mondialistes voulaient couper le secteur énergétique, enlever l'énergie aux sociétés occidentales. Si tu vas en Chine, tout est illuminé. Tu arrives dans une ville, tout est comme néon, illuminé, il y a de la lumière. Eux autres, ils s'en fichent complètement. Là, mais ici, c'est comme on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Ils veulent restreindre notre énergie. Et là, Trump est arrivé à libérer l'énergie. Et là, imaginez, c'est ça. Donc, si on est capable d'avoir cette énergie facilement produisable, abondante pour l'ensemble de l'humanité. Ça aussi, c'est un potentiel de l'âge d'or avec le fait de, finalement, libérer le pouvoir financier des nations, et que les nations soient plus étranglées par la dette, par la bureaucratie, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle intéressante. C'est en train de sortir. Et finalement, ça, je voulais mentionner encore une fois, des gens qui m'envoient des trucs comme ça, là, genre,
qu'as-tu à dire à ça, Alexis? Il montre une image de Donald Trump avec une petite fille avec un arc-en-ciel, comme si c'était la preuve que Trump était dans l'agenda et puis, tu sais, dans le ça va bien aller, etc. Non, écoutez, ça, c'est une tournure d'esprit bizarre, ça. Moi, probablement, la petite fille peut mettre ce qu'elle veut, là. Et quand je vois un arc-en-ciel comme ça, c'est le sens originel, finalement, de l'arc-en-ciel. Hein, si vous alliez dans les maternelles, les crèches, il y a une dizaine d'années, avant ça, même encore aujourd'hui, mais l'arc-en-ciel c'était les enfants, tu sais, c'était comme Crayola, c'est ça, l'arc-en-ciel, on voyait ça dans les pouponnières, ce genre de trucs-là. Et puis après, ça a été dévoyé par le mouvement LGBTQ, par le truc ça va bien aller, COVID, par l'agenda 2030, le développement durable, et que c'est devenu comme leur symbole. Mais initialement, c'est un symbole qui est lié à l'innocence, à l'enfance, etc. Et donc, moi, je vois ça ici comme Trump qui rétablit évidemment le sens originel du truc, mais il y a des personnes qui m'ont envoyé ça pour me dire que Trump était dans la cabale avec ça. Ouais. Et donc, demandez-vous pas après. Tu sais, des fois, j'ai des réactions un peu sèches sur Twitter avec des trucs. C'est parce que j'en reçois plein. Je suis bombardé de trucs comme ça. Ouais, donc, éventuellement, on a un peu la mèche courte, mais je voulais juste dire aussi aux gens qui viennent, tout le monde peut venir commenter sur mes plateformes. C'est juste que je voudrais juste dire aux gens que quand vous êtes sur ma plateforme, quand vous êtes sur mon feed Twitter ou par exemple, avant sur Telegram, j'ai fermé les commentaires, mais quand vous étiez vous êtes chez moi, vous êtes comme dans mon salon. Tu sais, on est comme dans une ville, là, il y a plusieurs maisons, tu sais, tac, tac, tac. Puis là, mais quand vous venez comme sous mon feed, vous êtes comme chez moi. Et donc, faites juste comme vous comportez comme si vous étiez chez quelqu'un. Quand je vais souper chez quelqu'un ou quand tu es invité pour prendre un apéro ou juste aller discuter chez quelqu'un, il y a comme un certain décorum. Tu ne vas pas arriver puis juste comme blaster la personne en disant, tu sais, ta femme a la cuisse légère ou je sais pas, ou dire exactement le contraire de cette personne-là. Il y a une petite réserve ou, tu sais, je sais pas, tu sais, je pensais en termes d'étiquette, tu sais, les gens, et donc, moi, je vais pas sur les plateformes d'autres personnes, tu sais, frapper comme, tu sais, ou avec des remarques sarcastiques, etc. Je fais pas ça. Et si je le fais, ça m'est déjà arrivé de le faire, si je le fais, je m'attends à être bloqué. Parce que c'est comme un peu impoli. Tu sais, je ne vais pas aller sur le site, je ne vais pas, moi, sur le fil Twitter de Lucie Laurier dire que c'est une crinquée et qu'elle a complètement perdu les pédales. Ou, je ne fais pas ça. Il y a un petit devoir de réserve. Et si j'ai envie de faire quelque chose comme ça, je vais le faire sur mes plateformes. Et donc, pensez à ça, c'est ça. Juste, tu sais, les gens disent il m'a bloqué. Qu'en est-il de la liberté d'expression? Mais tu as toute la liberté d'expression que tu veux, chérie, là. Mais c'est juste que quand tu es sur ma plateforme, tu es chez moi. Quand tu es chez moi, tu as, toi, un devoir de réserve. OK? C'est comme, tu ne viens pas dire mon fils, c'est un ci, c'est un ça, quand tu vas chez quelqu'un. Ou si tu as à le dire, tu le dis extrêmement poliment. OK? Voilà. OK. Est-ce qu'on a autre chose? Le chat a gelé. Je veux juste rappeler encore une fois aux gens, tu sais, juste rappeler encore une fois aux gens que Trump a mis un terme à la Bank Digital Currency. Les gens, encore une fois, qui disent que Trump fait partie de l'État profond. Regardez ce qu'il fait. Il coupe toutes tranquillement, en ayant en tête l'opinion publique, il déplace la fenêtre d'Overton sur les vaccins. RFK qui dit que les vaccins causent l'autisme. Trump qui dit qu'il y a un problème avec l'autisme. Il coupe les vaccins COVID graduellement, un par un. C'est un à toutes les 2 semaines. Il en coupe un ici, il en coupe un là. Graduellement, il déplace la fenêtre d'Overton. Vous n'êtes pas capable de voir les gens qui sont dans la négativité totale, là. Vous n'êtes pas capable de voir le déplacement tranquille, le doux déplacement de la fenêtre d'Overton sur la guerre, sur les vaccins, etc. Juste le fait que Trump ait interdit les digital currency, l'argent digital, c'était l'avenir du contrôle social du Forum économique mondial. On s'en allait tous vers une monnaie digitale. Rappelez-vous de ça. Juste ça devrait comme vous calmer, ou au moins vous mettre la puce à l'oreille. Il y a des gens qui affirment avec certitude que est-ce que vous suivez l'actualité? Voilà.
Il coupe graduellement l'agenda 2030, exactement. Pensez en termes. Les gens veulent des choses comme tout de suite. Pensez en termes de déplacement de la fenêtre d'Overton. Puis je veux juste dire aussi quelque chose d'autre en ce qui concerne le déplacement de la fenêtre d'Overton. Il y a différentes façons de faire ça. On va terminer là-dessus. Si tu veux déplacer. La fenêtre d'Overton, présentement, est très, très, très à gauche. Hein, comme. Si tu veux déplacer la fenêtre d'Overton, on va prendre ça ici. Si tu veux déplacer la fenêtre d'Overton, là, il ne faut pas que tu vises comme quelque part comme à l'intérieur de la fenêtre d'Overton. Tu sais, les gens vont avoir une position qui est acceptable, qui est un petit peu comme à gauche ou un petit peu à droite, mais qui est comme dans la fenêtre d'Overton. Si tu veux déplacer la fenêtre d'Overton, il faut que tu aies une position de l'autre bord. Il faut tirer de l'autre bord. Fait que là, si on veut tirer la fenêtre d'Overton de l'extrême gauche vers le centre, il faut avoir des opinions qui sont à l'extérieur de la fenêtre d'Overton. Et c'est pour ça que des fois, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense à Radio-Québec parce qu'on sait que si on veut déplacer la fenêtre d'Overton, il faut commencer à avoir des positions qui ne sont pas à l'intérieur de la fenêtre d'Overton. Il faut avoir des positions, par exemple, centristes ou même comme à droite, qui sont loin de la fenêtre d'Overton. Et donc, ça, je voulais juste dire, des fois, ça se peut des fois qu'on prenne des positions qui semblent dures sur certains sujets ou qu'on fasse des blagues qui sont de mauvais goût, mais c'est encore une fois, c'est dans l'optique de déplacer la fenêtre d'Overton et de pas... Tu ne peux pas déplacer la fenêtre d'Overton si tu continues à avoir des positions à l'intérieur de la fenêtre d'Overton de ce qui est acceptable. Tu dois avoir des positions à l'extérieur de la fenêtre d'Overton pour pouvoir déplacer la fenêtre d'Overton. C'est ce que je reproche à certains politiciens européens, par exemple Jordan Bardella, qui, par exemple, aux États-Unis, là, les je vous aime, etc. Ben c'est ça, tu trolles. Il faut que tu te fiches des médias, que tu trolles, que tu déplaces la fenêtre d'Overton, que tu brises le contrôle social, le contrôle du langage de la gauche radicale, des médias, etc. Il faut que tu brises ça. Puis là, quand Steve Bannon fait, encore une fois, je vous aime, etc., un truc similaire, Jordan Bardella qui dit genre, je n'ai pas trouvé ça drôle du tout, puis il annule sa visite à Washington, c'est parce qu'ils sont pris mentalement à l'intérieur de la fenêtre d'Overton et du contrôle linguistique médiatique. Tant que tu es à l'intérieur du prisme du contrôle linguistique médiatique, il n'y a rien qui va changer. Et j'ai même pas besoin de regarder les points du programme du FN. Tu regardes juste du RN, pardon. Tu regardes juste les mentalités, comment ils se soumettent à la doxa médiatique, comment ils opèrent à l'intérieur de la fenêtre d'Overton sans essayer de brasser la cage, de changer les paradigmes. Et tu dis que c'est fichu, finalement. Mais c'est ça. Donc, il y a certaines de nos positions, des fois, qui vont avoir l'air un petit peu excessives, mais qui sont dans une optique de... C'est méthodologique. OK? Je ne pense pas vraiment. C'est méthodologique. OK? Voilà, donc je vais peut-être revenir là-dessus sur les méthodes pour déplacer la fenêtre d'Overton. On ne peut pas déplacer la fenêtre d'Overton en ayant des positions à l'intérieur de la fenêtre d'Overton. On s'entend? On ne peut pas déplacer la fenêtre d'Overton en ayant des positions qui sont comme acceptables, que les médias vont accepter. Vous comprenez? Si tu veux déplacer la fenêtre d'Overton, tu dois avoir des positions que les médias ne vont pas accepter. Et il faut que les positions que les médias, que le système mondialiste rejette, fassent des petits. Là, et c'est comme ça que finalement, qu'il y a une espèce de pression sociale, puis qu'on gagne la guerre de la culture, et puis que finalement, ça se transforme en politique. Ça a toujours été ça. C'est ce que la gauche a fait. Ils ont changé la culture, puis finalement, la politique a changé. OK. OK, on va se laisser là-dessus. On se donne rendez-vous mercredi 17h17 pour notre entrevue avec l'excellent Sylvain Laforêt. On va parler surtout des États-Unis. Et en ce qui concerne le Web Journal, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 17h17. Merci encore à tous ceux qui nous appuient, les lettres, les belles lettres qu'on reçoit, les mots d'appui, les partages et tout, mais particulièrement ceux qui nous soutiennent. Et voilà. On se voit mercredi. Passez une bonne semaine. Ciao.